Alors, Là. bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Jade Vincent. J'ai cofondé une agence de communication numérique responsable qui s'appelle Rose Primaire. Alors, très rapidement, on fait de la communication, hein, principalement communication environnementale, communication et on a un peu pour accompagner notamment les organisations et les territoires à construire leur feuille de route sur leur stratégie numérique responsable. Voilà, et je passe la parole à Audrey. Bonjour, Audrey, je représente Access 42. On est une société spécialisée en accessibilité numérique. Donc, notre principal travail, ça consiste à évaluer l'accessibilité des sites pour les personnes handicapées, donc savoir si c'est utilisable pour les personnes handicapées et à faire des recommandations pour que ça le devienne. Et on fait aussi des formations et de l'accompagnement. Je suis conseillère numérique France Service. Je travaille pour l'association Combustible Numérique qui est basée à Toulouse. Et ma mission, c'est de développer en fait les services de médiation en direction des publics sourds-signants. Donc pourquoi les publics sourds-signants? Parce que j'ai moi-même une enfant sourde. Donc depuis qu'elle a 16 ans, en fait, je baigne dans la langue des signes et dans le monde des sourds. Je connais aussi très bien en fait ce monde parce que je me suis personnellement en fait engagée dans plusieurs associations qui œuvraient à la fois pour l'accessibilité et la pleine participation en fait de ces publics en fait à la vie publique et sociale en fait. Donc je me considère en fait comme en tant que médiatrice numérique comme une sorte d'interface humaine entre les outils numériques en fait et mon public. Et je considère que je fais ce que j'appelle du numérique social. Social, pourquoi? Parce que à la fois le numérique est un fait social parce qu'il a transformé intégralement en fait nos vies en fait au niveau politique, éducation, travail, etc. Et à la fois social parce que le terme renvoie à trois notions qui sont la solidarité, les politiques sociales et la sociabilité. Donc la solidarité parce que la médiation numérique, donc c'est un service qui vise à accompagner des publics en difficulté. Les politiques sociales, parce que le dispositif conseiller numérique France Service, maison de proximité, maison France Service, etc., ce sont des dispositifs en fait politiques pour accompagner les publics. Et puis sociabilité, parce que pour l'utilisation des outils, en fait, je suis obligée en fait de créer des interactions sociales qui sont en fait très importantes pour accompagner les publics. Et donc je me considère, enfin, ce que j'essaye de faire en fait, c'est du coup face à des propositions en fait qui demandent en fait des compétences très normées, j'essaye en fait de leur proposer des solutions adaptées, voilà, à leurs besoins. Qu'est-ce que l'inclusion numérique, qu'est-ce que l'accessibilité numérique, est-ce que vous pouvez nous dire aussi un peu de discussion pour un peu clair sur ce sujet? Là, sur l'inclusion numérique, on en a besoin pour communiquer, travailler, avoir accès à énormément de choses. Par contre, depuis les années 2000, en fait, à partir des années 2000, on a observé en fait des fortes inégalités d'accès aux technologies de l'information. En toile de fond de cette fracture, en fait, on a la dématérialisation des services publics et donc de l'accès aux droits. La période de confinement, en fait, n'a pas arrangé la situation et a surtout mis en lumière, en fait, toutes ces difficultés. On a, en fait, deux niveaux. Etc. Et le niveau compétence. Pour compenser, en fait, sont mises en place un ensemble de politiques et de stratégies inclusives qui visent à prendre en compte la réalité en fait sociale et économique des personnes qui sont accompagnées. Et donc le leitmotiv étant favoriser l'accès à tout pour tous. Pour ce faire, en fait, l'inclusion numérique propose un ensemble d'actions qui va de permettre l'accès aux outils, donc matériel peu cher, reconditionné, etc., en passant par des formations. Donc les publics peuvent se former en allant voir des médiateurs numériques ou des conseillers numériques.
par le biais en fait d'ateliers sous forme un peu d'éducation populaire et évidemment sur le travail sur l'accessibilité. Donc moi, je vais vous parler particulièrement d'accessibilité numérique. Quand on aborde ce sujet, hein, on remet toujours les bases et on redéfinit l'accessibilité numérique en parlant toujours de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, qui définit l'accessibilité numérique comme suit. Donc, c'est assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles, participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Pas trop marché sur la fille. Ah, Je d'accord. pense que ça fait des cures de sang. Dans cette définition de l'accessibilité, ce qu'il y a de très marquant, en fait, c'est que on voit se dessiner ce qu'on appelle le modèle social du handicap avec ces diverses barrières, où c'est bien l'environnement qui est le problème, hein, c'est la société qui est problématique, qu'on oppose au modèle médical du handicap, qui a très souvent et qui est encore pas mal utilisé en France. Le modèle médical qui en fait considère la déficience comme étant le problème. Okay, et donc là, en fait, se dire que c'est l'environnement le problème, ça permet d'agir sur l'environnement pour rendre le tout accessible. Je peux. C'est bon? Quand on parle d'accessibilité, il y a un truc qui s'est passé. Hein. Oui, mais je sais bien, mais Non, c'est pas ce qui se passe. Donc, quand on parle d'accessibilité, hein, que ce soit de manière générale ou même accessibilité numérique, on va couvrir à peu près tous les types de handicap. Donc, on va parler de handicap visuel avec les personnes aveugles ou les personnes malvoyantes ou des personnes daltoniennes, par exemple. On va aussi parler de handicap moteur. Alors là, vont être concernés aussi tout un tas de publics, hein, les personnes tétraplégiques qui peuvent pas bouger les membres. Les personnes, à l'inverse, qui peuvent bouger, mais qui vont avoir des difficultés motrices, hein, des difficultés à viser correctement, ou des personnes avec des tremblements. Des personnes qui ont un handicap auditif, donc ça peut être des personnes sourdes ou malentendantes. Hein, on a un spectre large à chaque fois. Et puis après, on a un ensemble qui va rassembler le handicap mental et puis le handicap cognitif, alors qu'ils sont très différents. Hein. Handicap mental, on va parler de retard mental particulièrement. Et puis dans le handicap cognitif, de manière assez emblématique, on a les troubles 10 avec la dyslexie, hein, dans lesquels il n'y a pas de retard mental. Hein, c'est des handicaps très différents. Je marche pas sur le truc. Donc, chacune de ces personnes vont avoir une manière de naviguer sur Internet, de consulter l'information. Et puis, pour certaines d'entre elles, vont utiliser des méthodes de navigation particulières et notamment vont passer par des technologies d'assistance. Par exemple, en haut à gauche, on a la plage braille. C'est une plage braille dynamique qui est connectée à l'ordinateur, qui permet à une personne aveugle de lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, on a un lecteur d'écran sur l'ordinateur qui va envoyer de l'info à cette plage braille, qui va faire bouger dynamiquement les petits picots pour lui permettre de lire ce qui se passe à l'écran. On a en bas à gauche une personne, typiquement les personnes tétraplégiques qui vont utiliser des pipettes, ce qu'on appelle les contacteurs au souffle, pour naviguer. Donc la personne, elle va souffler dans la pipette ou aspirer et ça va déclencher des événements sur l'écran. Hein, ça va déplacer un curseur, ça va permettre de saisir du texte. On a aussi les systèmes d'eye tracking, donc de capture oculaire, qui vont permettre, pareil, de capter le regard d'une personne très souvent tétraplégique. Hein. On voit ça pour les personnes tétraplégiques ou les personnes qui sont atteintes de paralysie cérébrale, qui vont leur permettre de déplacer un curseur juste à l'aide du regard et pareil, de déclencher des actions sur l'écran en fonction du regard. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Et donc, le but de l'accessibilité numérique, hein, c'est de permettre au site web de fonctionner avec ces outils, de fonctionner correctement. En France, on a un cadre réglementaire qui commence à se durcir, d'ailleurs, depuis quelques semaines. On a une loi qui est la loi de 2005, hein, qui est la loi pour l'égalité des chances et la participation à la citoyenneté pour les personnes handicapées,
Et dans cette loi, c'est l'article 47 qui vise principalement l'accessibilité numérique. Elle y définit qui est concerné, donc tout le secteur public, administration, les organismes et sociétés délégataires des missions de service public, comme les transports en commun, les organismes d'intérêt général comme les offices du tourisme. Et depuis 2019, les organismes privés dont le chiffre d'affaires excède 250 millions d'euros par an. Tout ce qui est numérique est concerné, les sites internet, les extranets, les intranets, les progiciels, donc les outils métiers, à partir du moment où ils sont consultables dans une interface web, donc vraiment tout est concerné, on n'est pas que sur le site web public, hein. Les applications mobiles et puis le mobilier urbain comme des bornes interactives. Donc tout ça est concerné par la loi. Et aujourd'hui, quelles sont les obligations? Il faut être conforme au RG2A. Le RG2A, donc je ne rentrerai pas dans les détails, hein, mais le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est notre référentiel français qui nous permet d'évaluer si un site est conforme ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il peut être utilisé ou pas par une personne handicapée. Donc on a ce référentiel et du coup, c'est le score d'un site web à ce référentiel qui permet de dire si un site est conforme ou pas conforme, ou partiellement conforme selon le taux de conformité. Et on a d'autres obligations qui sont décrites dans la loi, la publication d'une déclaration d'accessibilité, donc une page web qui vient dire si le site est conforme ou pas. Ok, ça c'est une obligation que le site soit conforme ou pas du coup. L'affichage du statut de conformité sur la page d'accueil, une petite mention, on est conforme ou pas sur la page d'accueil, et la publication d'un schéma de mise en accessibilité pluriannuel, j'en parlerai juste à la fin. Aujourd'hui, théoriquement, il y a des sanctions entre 2 et 20 000 euros qui peuvent être prononcées par défaut de publication, pas par défaut de conformité au référentiel. On peut avoir un site pas accessible, pas avoir de sanctions financières, mais avoir une sanction juste parce qu'on n'a pas publié sa déclaration d'accessibilité. Ce cadre réglementaire, il est en train d'évoluer parce que on a notamment une directive européenne, la directive sur l'accessibilité des produits et des services, je ne sais plus exactement son titre, qui doit entrer en action en 2025, donc dans 2 ans. Elle est en train d'être transposée en France. Il y a des premiers textes qui ont été publiés. Un de ses premiers effets, c'est d'étendre le champ d'application. Livre numérique, commerce électronique, peu importe le chiffre d'affaires des sociétés qui en sont éditrices, les services bancaires, les médias et services donnant accès à des médias audiovisuels, et toutes les sociétés de transport de personnes vont devoir rendre leur site accessible et leurs services en ligne accessibles. Donc, délai de mise en conformité, à partir de juin 2025, tout ce qui sera publié devra être rendu accessible, Et pour l'existant, il y a un délai qui est donné jusqu'en 2030 pour rendre accessible et se rendre en conformité avec la directive européenne. C'est très, très raccourci. Si ça vous intéresse, j'ai des ressources pour détailler ça. Et très récemment, donc c'était en septembre, donc c'est très récemment, il y a une ordonnance en France qui a été publiée qui vient renforcer le cadre réglementaire, qui est notamment venu modifier l'article 47, qui désigne l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, comme autorité pour contrôler les sites du secteur public. Donc c'est une première. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu aucun organe en France désigné officiellement pour contrôler est-ce que tel site ou tel site est conforme ou pas. Donc l'ARCOM a été désigné. Maintenant, on attend que ça se mette en place. Et grande nouveauté, sanction de 50 000 euros par défaut de conformité pour les sites publics aujourd'hui. On n'est plus sur le défaut de publication, on est sur le défaut de conformité. Donc l'article 47 a été modifié en ce sens et il y a plein d'autres choses qui vont arriver puisqu'on a notamment encore la directive européenne qui est en cours de transposition et qui va amener d'autres modifications. Je finirai juste là-dessus sur des petits points sur dire que l'accessibilité numérique, donc ça ne s'invente pas, ça se prend en charge au même titre qu'un autre sujet au sein d'une société et d'un projet. La nécessité, quand on veut faire de l'accessibilité numérique, c'est de piloter l'accessibilité numérique. Sans pilote, ça ne marche pas. Il faut un chef de projet, enfin quelqu'un qui pilote
Et pour piloter, la première chose, c'est de mettre en place ce fameux schéma pluriannuel. Pardon, ça va aller. Ce fameux schéma pluriannuel qui permet justement de faire l'état des lieux. Qu'est-ce que je dois rendre accessible? Comment réfléchir? Quelle formation je vais mettre en place? Ça, c'est vraiment essentiel, la formation, former les gens. Quel site je vais devoir rendre accessible? Quel budget on doit dédier? Parce que si on n'a pas de budget, on fait rien. Et donc, il faut réfléchir en amont des budgets qu'on peut y dédier. Pérenniser et capitaliser sur le long terme, voilà, en documentant et en faisant entrer l'accessibilité numérique pardon, j'ai la voix qui déraille, dans tous les documents de communication. Et puis aussi, chose importante, introduire l'accessibilité numérique dans les politiques d'achat. Ça, c'est essentiel, mettre des clauses contraignantes dans les appels d'offres dès lors qu'on a un produit numérique qui est concerné. Et puis évaluer les prestataires auxquels on voudrait faire appel, s'il y a de la sous-traitance, des solutions numériques, etc., justement pour évaluer leur accessibilité. Et j'ai fini sur ma partie. Désolée pour la voix. Audrey, du coup, on a bien compris que l'accessibilité numérique nécessitait une démarche structurée, d'amélioration continue. On a bien compris aussi que le RGA permettait de couvrir une grande diversité d'utilisateurs, d'utilisatrices. Mais parfois, il peut ne pas suffire. Et donc, Sonja va nous expliquer un petit peu dans ce cadre-là. Donc, effectivement, là, tout ce qui est mis en place avec le RGA, c'est du côté, une fois qu'on est sur Internet. Par contre, il peut y avoir des freins d'accès à Internet qui peuvent être des problèmes matériels. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de connexion Internet ou je n'ai pas de compétences. Donc, pour pallier à ça, en fait, on a des associations, des structures, en fait, qui vont venir accompagner ces publics qui sont en difficulté. Moi, je travaille donc pour une association qui a choisi de faire de l'inclusion numérique et aussi de la création numérique parce qu'on s'est dit que c'était peut-être aussi sympa de montrer aux gens, de les aider à monter en compétences dans le numérique aussi par le biais de la création. Donc en fait, on a plusieurs activités qui sont que je vais pas vraiment détailler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais parmi ces activités, moi, j'ai choisi en fait d'en rendre accessible donc à mon public sourd en fait selon deux grands axes qui sont la création numérique. Donc en fait, on reçoit les publics sur des ateliers. Donc ce sont des ateliers ouverts. Il y a aussi des entendants qui sont là et on leur propose en fait d'utiliser des logiciels libres de conception 2D ou 3D. Et après, on les fait passer sur des machines numériques pour fabriquer. Donc là, c'est vraiment pour le côté, le numérique, ça peut être aussi chouette et c'est pas que des contraintes administratives en fait. Et après, donc il y a le champ de l'inclusion numérique où du coup, effectivement, on est plus sur de l'accompagnement à l'aide aux démarches, à la recherche d'emploi et puis aussi sur l'accompagnement à l'autonomie pour l'utilisation des outils numériques comme les PC, smartphones et tablettes. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, en me présentant, mon public cible, en fait, est un public en situation de handicap et plus particulièrement des personnes sourdes. C'est vrai que jusqu'à présent, l'inclusion numérique, en fait, a longtemps concerné les femmes, les personnes âgées, les personnes éloignées de l'emploi et les personnes habitant dans des quartiers prioritaires. Depuis quelque temps, en fait, on prend en compte les personnes en situation de handicap. Et c'est dans ce cadre, en fait, que mon poste a été créé pour aller. Donc ça, c'est le premier pas. Il a été créé un poste pour aller vers ces publics. Et maintenant, en fait, ma mission, c'est d'arriver à les faire venir. Donc, effectivement, pour les faire venir, comment je m'y prends? D'abord, je partage leur langue. Donc ça, c'est très important, de comprendre leur culture aussi. J'ai une forte interconnexion, en fait, avec le milieu dans lequel ils vivent. Ça aussi, c'est très important quand on veut capter des publics. Il suffit pas simplement de dire, c'est accessible, venez. Il faut aussi, en fait, connaître l'écosystème et connaître leur réalité de vie. Je collabore aussi avec plusieurs personnes sourdes, dont une est rémunérée par une autre association. Et parfois, je fais intervenir aussi des personnes sourdes qui ont des activités. Ça me permet en fait du coup de proposer des choses qui sont
totalement adapté et ça me permet aussi de mettre en avant en fait les compétences des personnes sourdes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je crée des supports de communication adaptés. Donc, c'est vrai que peut-être il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Je travaille pour un public sourd donc qui s'exprime exclusivement en langue des signes française, qui ont parfois des grosses difficultés de lecture et de compréhension en fait de ce qui est lu. D'où le fait très important en fait de pouvoir leur donner des informations dans leur langue afin de faire diminuer au plus en fait les problèmes de compréhension. Voilà. Donc concrètement en fait l'accessibilité numérique pour les personnes sourdes. Donc il y a deux aspects, il y a l'accessibilité numérique sur les sites et il y a l'accessibilité téléphonique. En réalité, c'est la même chose, ça a deux noms différents. Donc sur les sites, en fait, on a des plateformes téléphoniques d'accessibilité numérique et pour le téléphone, ce sont des centres de relais téléphoniques. En fait, il y en a qu'un, il s'appelle Roger Voice. Donc comment ça se passe? En réalité, sur les sites, par exemple, de services publics, le contenu n'est pas réellement accessible aux personnes sourdes. Du coup, ce qui a été choisi, c'était de leur permettre de rentrer en relation en fait, avec un agent d'accueil, par le biais d'un service d'accessibilité téléphonique. Donc, vous êtes sur Internet, vous souhaitez contacter Amélie, par exemple, vous appuyez sur l'accessibilité et vous êtes directement en relation en fait avec un centre de relais qui va vous proposer soit de la transcription instantanée de la parole, donc c'est pour les personnes qui ont un bon niveau de lecture, soit de la visio-interprétation en LSF, soit du visiocodage en LPC. Donc c'est du langage parlé complété. En fait, c'est un code qui va permettre en fait aux personnes qui lisent sur les lèvres de bien discriminer en fait les sons. Donc ça, c'est les trois choix qui sont proposés. Et sur l'accessibilité du contenu, en fait, la problématique qu'on a, c'est qu'il n'existe pas encore de technologies qui permettent en fait de rendre accessible le contenu. Il y a une initiative qui est en train d'être développée par une entreprise qui s'appelle Keia et qui est basée sur de l'intelligence artificielle couplée en fait à une expertise humaine. Cette entreprise a récemment en fait signé un contrat avec l'État. L'objectif, ça va être de pouvoir effectivement cliquer sur un contenu et d'obtenir un avatar signant. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va voir le jour, mais c'est une technologie du coup qui est assez prometteuse et qui permet effectivement d'avoir accès au contenu, alors que pour le moment, on n'a pas, enfin les personnes sourdes signantes n'ont pas accès réellement au contenu. Elles ont en fait accès à un agent, le fait de pouvoir discuter. Et puis après, là, sur le téléphone, donc ça fait partie de l'accessibilité. Donc les personnes sourdes, comme tout le monde, communiquent énormément avec leur téléphone. Elles payaient un forfait alors qu'elles ne téléphonent pas réellement. En 2016, il y a une loi, la loi numérique, en fait, qui a dit que les opérateurs téléphoniques devaient être accessibles aux personnes sourdes, muettes, malentendantes, sourdes aveugles et aphasiques. Et donc, la Fédération française des télécoms a mandaté donc un centre de relais téléphonique qui s'appelle Roger Voice, qui fonctionne exactement de la même façon, en fait, donc qui vous propose soit du texte, soit de la LSF, soit du LPC, et voilà, donc en fait, c'est les personnes sourdes, donc il faut qu'elles prennent un forfait chez un membre de la FFT, et à ce moment-là, elles ont 3 heures de visio-interprétation, en fait, comprise dans leur forfait. Voilà. Par contre, donc, cette accessibilité, en fait, ne résout pas non plus toutes les difficultés des personnes sourdes. Il y a en fait énormément d'attentes. Il n'y a pas suffisamment d'interprètes qui sont formés. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a des choses qui sont en cours
pour trouver une solution pour l'avenir de façon à ce que l'accessibilité en fait soit plus rapide pour eux. Et donc là, en fait, j'avais envie de finir sur une dernière image, une illustration en fait des services publics. Donc je me permets de le faire parce que je crois que c'est en 2020 qu'il y a une délégation interministérielle qui a effectivement pointé les difficultés d'accès aux informations et qui a mis une note d'attention pour 2024 pour une accessibilité téléphonique universelle. Donc là, c'est vraiment l'illustration de, OK, il y a le RGAA, mais après, il y a la réalité. Donc là, quand vous allez sur le service Amélie, vous tapez sur la page d'accueil, ben, vous avez tout de suite en fait le logo de l'oreille barrée avec écrit à côté. Donc, il y a voilà, il y a le logo de l'oreille barrée, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur une plateforme accessible. Par contre, quand vous allez sur le site du service public, alors il faut scroller tout en bas. Il faut cliquer sur. Alors, je l'ai écrit quelque part parce que il faut cliquer sur Allo service public. Donc, quand on est sourd, c'est pas très intuitif. Ensuite, il faut cliquer. Bon, évidemment, c'est pas tout au même endroit, hein. Il faut aller un peu ailleurs après. Comment fonctionne le service? Personnes sourdes et malentendantes. Accessibilité téléphonique, personnes sourdes ou malentendantes. Accéder à la démarche en ligne. Allo SP 3939. Qui est, vous le reconnaîtrez, pas du tout accessible. Et quand vous regardez en fait la déclaration d'accessibilité, ils sont déclarés 100% conformes. Voilà, juste pour vous dire, on peut être 100% conforme, mais voilà, il y a quand même des petites réflexions peut-être à mener sur la thématique. Voilà. Super, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des messages clés que vous aimeriez faire passer, Sandra et Audrey, messages à vous? Ah bah alors moi, le principal message, c'est quand vous travaillez pour un public, c'est de ne pas travailler sans ce public. Ça, c'est vraiment le message clé. Si ce public est difficile à atteindre, tentez de collaborer avec des associations qui travaillent avec ce public. Parce que sinon, c'est pas toujours, c'est pas toujours efficace sinon. Non, moi juste je reviendrai sur ce que j'ai dit au début, c'est que l'accessibilité numérique, avant d'être un sujet technique, ça reste un sujet hautement politique et qu'il s'agit d'intégrer toute la société dans l'accès à l'information. Et c'est ça qui est très important. Alors, on a essayé de finir un petit peu à l'avance pour les questions. N'hésitez pas. Oui, alors, donc, ça se durcissait très fort venant de RGA, avec des pénalités très importantes pour les collectivités locales. Ce sont tous les sites qui s'adressent au grand public. Ça concerne aussi les sites à l'intérieur de l'entreprise pour intégrer éventuellement des salariés avec ce type de handicap. Là, tout de suite, je ne saurais pas vous répondre de manière très claire. Il faudrait que je ressorte l'ordonnance pour voir ce qui a été mis. Mais a priori, comme l'obligation, pardon, elle est et sur le site public et sur les sites internes, notamment à destination des agents qui travailleraient. J'imagine, je pense que c'est pour tout. Maintenant, il faut que je relise pour vous confirmer ça. Mais évidemment. Enfin, évidemment, non, il faut que je confirme. Ça me semblerait logique, c'est l'objectif. Ouais, voilà. On a une question sur le chat. Pour un site qui n'a pas été audité, est-il possible de publier une déclaration d'accessibilité non conforme, entre parenthèses, pour être conforme à la loi? Oui. Oui, il y a la déclaration d'accessibilité, il faut la publier, que le site soit conforme ou non, et en l'absence d'audit, le site est non conforme. Et du coup, ça permet de répondre à cette obligation de publication. Après, il y a d'autres obligations de publication qui vont avec, notamment la publication du schéma pluriannuel qui démontre la démarche de mise en accessibilité, qui est aussi obligatoire. Et pour information, il y a des ressources sur le site accessibilité numérique. Tu as des modèles de déclaration. Ouais, le site de la DINUM, le site du RG2A, la DINUM a un site très bien fait dans lequel il y a plein de ressources sur
comment on écrit une déclaration, on a des jolis textes à trous, c'est quoi un schéma pluriannuel, comment on le met en place, etc. Donc il y a pas mal de ressources bien rédigées sur le site c'est accessibilité.numérique.gouv.fr. Il y a même aussi des différents niveaux de grille d'audit. Différents niveaux de grille d'audit, voilà. Alors, autre chose sur le chat, il paraît que les avatars qui parlent la langue des signes n'ont pas l'expression du visage qui est essentielle pour comprendre. Ce n'est pas un peu prématuré de les utiliser. Le FALC, ou FALC, je ne sais pas ce que c'est, peut également être intéressant. Effectivement, le FALC, donc c'est le facile à lire et à comprendre. Donc ça permet en fait d'avoir des textes simplifiés et qui sont beaucoup plus compréhensibles. En fait, c'est reposant pour tout le monde. Moi-même, des fois, ça m'arrive. En fait, la dernière fois, j'ai téléchargé le RGPD en FALC, par exemple, et c'est beaucoup plus facile d'accès. Non, oui, voilà. Et enfin, vraiment, je conseille, en fait, si vous avez la ressource en FALC, vous gagnez énormément de temps de compréhension sur les choses. Donc ça, c'est une possibilité, mais pour moi, il y a peu de gens qui le font. Par contre, il y a effectivement des entreprises, des personnes en freelance qui le proposent. Et après, effectivement, l'avatar signant, il est pas parfait, mais je vais dire que c'est quand même mieux que rien, en fait. Voilà. Et puis, du coup, plus il va être utilisé et plus l'entreprise va pouvoir le performer, le faire devenir performant. Et peut-être qu'après, s'il y a de la concurrence aussi, peut-être que du coup, ça peut aussi. Mais c'est vrai que pour le moment, les personnes sourdes, en fait, au niveau technologie, il n'existe vraiment pas grand-chose et on passe par de l'humain. Et l'humain, ça coûte très cher. Mais voilà. Donc, on va créer un site internet. Quelles sont les bonnes pratiques essentielles à mettre en priorité? Si on ne peut pas répondre à tous les types de handicap, il y a les principaux leviers déjà avancés. Il y en a plein en fait, c'est surtout qu'il faut le prendre dès la conception. Le cahier des charges fonctionnel, hein, un expert accès, s'il y a un cahier des charges fonctionnel, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Où il voit tout de suite où il va y avoir potentiellement des problèmes au moment des développements. Et donc, il est en capacité de dire, voilà, de dire là, il y aura un problème, il faut penser à un aménagement, il faut modifier, etc. Et après, tout long, hein, au niveau de la maquette graphique, c'est pareil, parce que les couleurs, hein, ça, c'est assez emblématique de l'accès numérique, les contrastes de couleurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. Donc, c'est essentiel de le prendre en charge tout le long du projet, à toutes les étapes. Ça, c'est essentiel et ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins cher que d'aller réparer un site, qui est déjà en prod. Donc ça, c'est important. Donc ouais, tout le temps, tout le temps, tout le Faire temps. les tests utilisateurs à la fin, Alors si possible avec des associations. Alors, Pas avec les devs. en tout cas, côté conformité, c'est pas une obligation, donc j'aurais pas grand-chose à dire là-dessus. En plus, donc c'est pas. Ouais, voilà. Après, c'est pas mon corps de métier, donc sur les tests U, donc je saurais pas trop dire, mais effectivement, s'il y a des tests utilisateurs au moins qui sont faits, parce qu'il y a aussi ça, c'est plutôt ça, le problème. Certains sites ont la capacité ou la possibilité de faire des tests utilisateurs justement pour l'ergonomie, etc. et intègrent très rarement justement des personnes handicapées, alors qu'il faudra avoir un pool représentatif d'usagers. Et du coup, intégrer des personnes handicapées. Donc, ouais. Sur certains sites, on peut apercevoir la mention partiellement conforme, non conforme ou conforme. Comment ça se passe? Il faut avoir tous les critères pour être conforme. Si on ne les a pas tous, on est partiellement. Et si on n'en a aucun, c'est comme ça que ça se passe, où il y a des degrés et des barèmes. Il y a, en France, ils ont décrété que en dessous de 50% de conformité aux critères du RG2A, on est non conforme. Au-delà, on est partiellement. Et quand on est à 100%, on est conforme. Voilà. Ce qui est rare, j'imagine, aujourd'hui. C'est rare, il y en a quelques-uns. Mais effectivement, c'est pas... c'est rare. Et même ceux qui le sont déclarés comme conformes, on voit qu'il y a au niveau des critères, il y a peut-être des choses à revoir. Alors, ouais, alors ça, ce serait une discussion très, très longue. Parce que le RG2A a un certain périmètre d'évaluation. On n'évalue pas tout. Voilà, après, on dépend... Enfin, le RG2A, il transpose autre chose qui est une norme internationale. Hein, en plus, on dépend d'une norme internationale et d'un standard européen. Enfin, voilà, de plein de choses.
Et donc, il y a certains critères, il y a un périmètre technique. Voilà, on a une norme précise. Je dis pas, il y a des critères qui concernent la langue des signes dans les référentiels d'accessibilité. C'est des critères qui sont en dehors de l'obligation légale. C'est-à-dire que ça existe, c'est représenté, mais c'est des critères qui ne sont pas dans l'obligation légale, puisqu'il y a certains critères qui ne sont pas obligatoires voilà, qui ne sont pas obligatoires. Ok, ce qui est pas logique. Ce qui est logique pour d'autres raisons, mais on pourrait, voilà. On parlera. Ouais, voilà. C'est pour ça aussi qu'on a tenu à ce que vous déléguiez son job, puisque l'RG2A, c'est une obligation pour plein d'entreprises, une nécessité pour tout le monde. Mais parfois, en tout cas pour la langue des signes, c'est problématique, c'est des niveaux AAA, donc qui sont en dehors de l'obligation légale qui est AA. C'est pour ça qu'on fait intervenir Songja, parce que voilà, pour que vous ayez une vue très globale finalement sur ce qu'est l'accessibilité numérique. Et pour revenir à cet exemple, en effet, on peut avoir le 100%, sans doute 100% conforme. Là, on n'est plus sur des problématiques d'expérience utilisateur, mais le RG2A alors il y a des critères qui vont relever d'expérience utilisateur, bien sûr, mais ça, là, ça c'est pas évalué là-dedans. C'est plus des erreurs de conception, même éditoriales. Après, moi, je fais une ligne directe entre l'accessibilité et l'expérience utilisateur. Pour moi, Tout c'est à fait. complètement logique. Et oui, en tout cas, un UX UI ou une UX UI, normalement. Et donc, je dirais très en amont, quand on fait des panels utilisateurs, des focus group, on devrait prendre en compte toutes ces parties prenantes, dont les personnes en situation de handicap. Ouais. Dans certaines déclarations, on voit des dérogations. Qu'est-ce que voilà. Je suis pas forcément pour, mais il y en a qui ont des dérogations. Enfin, quelles sont-elles en général et pourquoi ils ont ces dérogations? Ok, alors une dérogation, alors il y a les dérogations, il y a les exemptions aussi qui sont apparues avec, voilà, qui sont, voilà. La loi, elle exempte de fait certains types de contenus. Des exemptions, c'est-à-dire c'est des contenus qui ne sont pas soumis à l'obligation de mise en accessibilité. La loi reconnaît que ces contenus-là n'ont pas à être rendus accessibles. Et du coup, on les évalue pas quand on fait un audit d'accessibilité, ça rentre pas dans le calcul du taux de conformité. Donc, il y a des exemptions comme ça, notamment tout ce qui est carte interactive. On va voir les médias en direct, il y a les archives, hein, les sites archivés par exemple, qui n'ont pas eu de mise à jour depuis je ne sais plus combien d'années exactement, il faudrait relire, tout ça est listé dans le... Voilà. Donc, il y a ces exemptions, puis après, il y a le cas des dérogations pour charges disproportionnées. C'est-à-dire quand on a on a des contenus qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas conformes, mais dont la mise en accessibilité demanderait un travail et un investissement trop important. Là, tout ça est défini dans la directive européenne qui est liée, qui fait que du coup, on accepte de déroger au regard du bénéfice pour l'utilisateur. C'est toujours à mettre en regard, hein. L'investissement en temps et en argent par rapport au bénéfice pour l'utilisateur, à la durée de vie du contenu aussi. Il y a aussi tout ça à mettre en regard. Et du coup, l'éditeur du site peut émettre des dérogations, donc il va sortir de l'évaluation certains contenus de l'évaluation, je me répète, et du coup, ça n'impactera pas son taux de conformité. Typiquement, on voit déroger des archives PDF, donc des PDF qui sont publiés, qui sont très souvent des documents absolument pas accessibles, qui, dans la grande majorité de ce qu'on peut voir passer, ont des durées de vie très limitées, c'est-à-dire que c'est des documents qui sont plus d'actualité, qui sont plus consultés, etc. Et pour lesquels il y a des dérogations qui peuvent être émises justement parce que durée de vie, bénéfice pour l'utilisateur quasi nul, enfin voilà, il y a tout ça à prendre en compte. C'est ça des dérogations, à manier avec précision. La dérogation, ouais, c'est un sujet un peu. La dérogation n'empêche pas le moyen de compensation. À chaque fois qu'on déroge un contenu, il faut s'assurer qu'on a une compensation pour l'utilisateur, à savoir que si demain il a besoin de ce contenu-là qui a été dérogé, il faut qu'on puisse lui fournir l'information ou l'élément dont il a besoin.
vos recommandations sur si on part sur un service numérique, c'est ce que vous formez en premier un dessus, ou développeur, un chef de projet, comment est-ce Je suis pas sûre qu'il t'ait Tout le entendu la monde. question. Ouais. Tu peux la répéter? Quand on démarre un projet, qui est-ce qu'il faudrait former en premier? Moi, oui, en premier, c'est pas, en tout cas, il faut former tout le monde. Il faut former effectivement les UX, UI, les devs. Pardon? sensibiliser tout le monde et former quelqu'un? Ouais, la sensibilisation, la formation. Après, les formations métiers, elles sont essentielles parce qu'une sensibilisation ne sera pas suffisante pour un UX, UI. C'est pas que ce soit un sujet très compliqué, c'est que c'est un sujet, s'il y a personne qui vous explique, ça s'invente pas. Hein, c'est pas du bon sens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pour certaines choses peut-être, mais pas toujours. Donc ça nécessite de toute façon de la formation. Donc oui, de la sensible de manière générale sur les équipes projets et après des spécificités sur les métiers. C'est indispensable. Ça permet pas forcément d'arriver à un site totalement parfait à la fin. Mais ça permet quand même de limiter pas mal les problèmes en fin de parcours. Ouais. Et les chefs de projet aussi, c'est super important. Parce que si c'est pas compté dans le temps de test, de correction, etc., si c'est pas priorisé dans les sprints, tout ce que vous voulez, bah, ça marche pas. Parce que sinon, ça veut dire que c'est les devs qui le prennent à leur charge de le mettre en place et ça non plus, ça marche pas selon comment vous êtes structuré. Donc pour les chefs de projet aussi, chez les chefs de projet, c'est aussi très, très important, d'avoir ça en tête. C'est vraiment une problématique. C'est pour ça que je parlais de pilotage. C'est vraiment la base de la réussite, de l'accessibilité numérique. Le sprint, pareil, c'est plus facile de faire sur un projet agile comme le coup. Non, pas du tout. Franchement, je dis ça parce que moi, j'y connais rien en gestion de projet. C'est pas du tout. Moi, je suis plus côté dev et audit. J'y connais rien en gestion de projet. C'est juste que comme ça remonte dans toutes mes formations, les sprints. Alors moi, je dis les sprints, mais non, j'y connais rien du tout. Je suis pas spécialiste. Une dernière question, si vous voulez, pour apprendre une clôture. Moi, si j'ai une question au niveau du vocabulaire, est-ce qu'on a tendance, enfin voilà, entre inclusion, accessibilité, on voit que l'accessibilité, évidemment, c'est rattaché au RG2A. Et dans l'inclusion, on a vu, enfin, qui est beaucoup plus large en fait, qui va regrouper, là on en a moins parlé, mais de tout ce qui est langue maternelle étrangère. Comment, quand un site est développé juste en français, les personnes qui ne parlent pas le français y ont accès, le vocabulaire utilisé, qui est parfois complexe, surtout dans les démarches en ligne, etc. Donc voilà, et c'est toujours au niveau de vocabulaire, on voit bien que quand on utilise le mot accessibilité ou accès, on est tout de suite référé au RGA, inclusion, etc. Enfin, il y a vraiment une manière de parler et on voit bien que certains sujets hérissent un peu, ou on voit que derrière il y a un aspect politique, alors que le but c'est d'aller quand même dans le bon sens et pouvoir, alors du coup, je sais pas, rendre accessible, favoriser l'inclusion, donner accès à tout le monde, etc. Donc, ouais, c'est bien ça. Alors, oui, disons, c'est un terme. Alors, du coup, nous, on reparlait même à midi, on disait que l'accessibilité, parfois, ça peut juste aussi signifier est-ce que j'ai du réseau ou pas de réseau. Donc, c'est un terme qui est un peu utilisé, donc qui est un peu polysémique. Là, j'ai pas vraiment de réponse. En tout cas, je pense que c'est qu'on se place d'un point de vue de la communication et si on veut pas faire, par exemple, de social washing, donc greenwashing sur ce sujet. En tout cas, il faut bien être vigilant sur ce qu'est l'accessibilité numérique. Et là, en l'occurrence, c'est chez une plateforme derrière. Après l'inclusion, voilà, c'est pour ça qu'on a fait le petit point sémantique, c'est beaucoup plus large. Après, bien sûr, il y a les matières et le RGA, en tout cas, là, il n'y a pas de critères que vous évaluez, en effet, de discuter de lecture en langue étrangère. C'est quand même pas périmé du RGA. Et je suis d'accord, voilà, j'ai pas de réponse toute faite sur ce vocabulaire utilisé, mais en tout cas, c'est les communicants, c'est à nous d'être vraiment vigilants et responsables sur l'utilisation et le choix des mots pour ne pas créer de la confusion au public. Voilà, pour pas que ce soit. Parce qu'on s'aperçoit que le public, enfin, la plupart des gens parlent d'accessibilité.
et non pas cette notion rattachée forcément au web. C'est vrai. Et grâce à nous, enfin, les communicants, et être vigilants, en communication justement pour aussi les pédagogues dans la façon de transmettre des informations. Mais merci beaucoup. Merci à nos trois animatrices. Désolée pour ceux qui sont en distanciel pour les coupures et pour le son un peu loin. On a fait du mieux possible et tout sera disponible en replay très prochainement. Voilà. Donc suivez nos actus. Merci beaucoup.